Maintenant, j'ai la joie et l'honneur d'accueillir Madame Georges Pau-Langevin, ministre des Outre-mer, ex-ministre, ministre déléguée à la réussite éducative. Donc vous avez été tout ça. Vous êtes venu une fois ouvrir une journée des 10 à Paris-Dauphine, et je m'en souviens très bien. Et c'est vrai que la réussite éducative, c'est un domaine très cher aux 10, puisqu'on est partout, quel que soit le territoire, les endroits où habitent les gens. En 2020, vous avez choisi de rejoindre Claire Hédon, la défenseuse des droits, et donc vous êtes son adjointe, et vous travaillez plus particulièrement vers les adultes et les discriminations. Et je me souviens d'un premier dossier que je vous ai confié, enfin qu'on vous a confié, c'est pas nos dossiers. C'est un jeune dyslexique qui voulait rentrer dans l'armée, vous vous en souvenez? Et malheureusement, dans un carnet de santé, il y avait marqué dyslexique. Le médecin de l'armée l'a jugé inapte à tout poste de l'armée. Bien évidemment, vous êtes démené et ce jeune homme est rentré dans l'armée pour devenir mécanicien. Et depuis tous les jours, enfin pas tous les ans, pas tous les jours, parce qu'on a une saisonnalité quand on saisit le défenseur des droits, et plus particulièrement au moment des aménagements aux examens, on vous saisit régulièrement. On saisit également la délégation interministérielle. Donc en fait, deux acteurs majeurs pour pousser à faire changer d'avis les personnes qui ont dit non. Et on va dire à 99%, on arrive à avoir des oui grâce à vos actions. Donc je vais vous passer la parole pour introduire une conférence sur cette journée. Et encore merci de votre présence, madame. Bonjour à toutes et tous. Alors je sais que vous êtes pour l'essentiel des personnes qui sont intéressées et compétentes sur la question des 10. Des 10 ? Par conséquent, je ne vous permettrai pas trop de vous faire de vous donner des explications sur le sujet. Simplement, je voulais d'une part vous préciser, comme l'a dit Madame la Présidente, que le défenseur des droits est là à vos côtés quand vous avez le sentiment que telle ou telle personne se fait refuser injustement l'accès à tel ou tel droit ou à telle ou telle orientation en fonction de son handicap. Et là, nous sommes là à la fois sur le plan général pour pouvoir faire avancer la compréhension, la connaissance de ce que sont telle ou telle difficulté, et notamment ce qui concerne les 10, et par ailleurs pour aider à résoudre des cas individuels dans lesquels telle ou telle personne se voit refuser un droit. Alors déjà, sur le plan plus général, je dois dire que la France a une petite difficulté avec la manière de concevoir le handicap d'une manière internationale, parce que nous avons une conception et une approche qui me semble respectable, hein, mais qui est en décalage avec la manière dont les instances internationales, et notamment le comité compétent de l'ONU, voient les choses. Pour préciser, dans notre définition du handicap, dans la loi de février 2005, nous disons, constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable et définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Donc, tout ce qui concerne les 10 est effectivement plus ou moins compris dans ce qui concerne les altérations cognitives ou psychiques. Et dans la définition des Nations Unies, là, on nous dit
que le handicap, ce sont des personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables, dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l'égalité avec les autres. Autrement dit, dans notre définition française, nous mettons l'accent sur ce qui concerne la personne. Et par conséquent, l'effort sera de faire en sorte qu'il y ait une compensation pour que la personne puisse accéder à telle ou telle possibilité, à tel ou tel droit, à tel ou tel épanouissement. Et dans la conception de l'ONU, on met l'accent sur l'interaction avec diverses barrières. C'est-à-dire qu'on met en avant la question de l'environnement. Et par conséquent, l'effort est apporté non pas seulement sur la personne à qui il faut donner une compensation, il est aussi apporté sur l'environnement. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour que l'environnement soit davantage accessible à toute personne, y compris la personne qui est porteuse d'un handicap. Donc nous, dans notre cas, ce sont des troubles spécifiques, puisque, comme vous le savez encore mieux que moi, ce sont des troubles du langage et des apprentissages. Et par conséquent, toute la question est de savoir comment on peut aider la personne à acquérir à peu près au même rythme, ou en tout cas à arriver à une forme d'égalité dans les divers apprentissages, que ce soit le langage, le graphisme ou les troubles de l'attention. Et là, je dois dire que dans nos établissements scolaires, on n'est pas encore totalement à niveau pour pouvoir prendre en compte d'une manière satisfaisante ces enfants. Et donc, est-ce qu'on continue à avoir des aménagements spécifiques, des écoles spécifiques, ou est-ce qu'on essaye, comme on essaie de le faire de plus en plus, de faire en sorte que ces enfants soient élevés parmi les autres? Alors, ce n'est pas une orientation simple pour beaucoup de personnes, et notamment d'enseignants dans notre pays. Mais nous sommes convaincus qu'au fond, même si c'est peut-être un peu plus compliqué, eh bien, on a intérêt, et c'est en quoi l'approche de l'ONU est intéressante, on a intérêt à faire en sorte que le plus tôt possible, les enfants apprennent à vivre ensemble. Et par conséquent, trouvent les moyens de se développer et de faire en sorte que les apprentissages soient vécus, soient enseignés, eh bien, même s'il y a telle ou telle difficulté. Donc aujourd'hui, ce qu'on se dit, c'est qu'il faut évidemment aider les enfants, il faut que le matériel soit adapté, mais essayer de faire en sorte que l'enfant qui est porteur de divers 10 puisse être le plus possible en relation avec des camarades de son âge. Nous avons aussi dans nos systèmes le fait de faire en sorte que dans l'orientation, on prenne en compte les difficultés, mais qu'on n'ait pas simplement une approche médicale, comme nous le faisons trop souvent encore dans notre pays. Alors aujourd'hui, ce que nous essayons de développer au maximum, et ce qu'on essaie aussi de négocier, comme vous l'avez dit, quand il y a une hésitation de la part des écoles ou des établissements médico-sociaux, c'est de dire que parfois, il suffit de ce que nous appelons un aménagement raisonnable pour que les enfants et que les personnes en général puissent participer à la vie et travailler comme tout un chacun ou étudier comme tout un chacun. Donc dans les écoles ou les établissements, on a deux approches et deux obligations. On a l'obligation d'accessibilité. Quand on construit un équipement, quel qu'il soit, on doit faire en sorte qu'il soit accessible à tout le monde. Et ça, c'est une obligation générale qui, d'ailleurs, pour les transports ou le logement, a été un peu atténuée récemment, mais on continue à dire que c'est une préoccupation qu'on doit avoir dès qu'on fait un équipement, dès qu'on fait un établissement, de se demander si tout le monde pourra y avoir accès. Et aujourd'hui, par exemple, pour ce qui concerne les écoles, une des orientations sur lesquelles on se trouve, c'est de dire que si des enfants ont besoin d'un accompagnement spécifique, eh bien, il faut peut-être mettre une structure spécifique à l'intérieur de l'établissement ordinaire et pas construire un établissement à part. Ça, c'est pour l'éducation, mais il faut aussi qu'on puisse lui donner un accompagnement. Par exemple, il y a l'histoire des AESH qui peuvent aider l'enfant à lire, à écrire d'une manière plus facile.
Et il faut surtout essayer de favoriser un repérage précoce. Parce que vous avez des enfants qui sont à l'école, qui ont des difficultés, ça n'avance pas, et c'est parce qu'on n'a pas pensé tout de suite à ce qu'il peut y avoir un problème de 10 et qu'il peut y avoir un accompagnement particulier qui aide ces enfants à compenser ce handicap. Par conséquent, le traitement avec un orthophoniste, le traitement pour la dyscalculie, ce sont des choses qu'on peut essayer de mettre en place assez tôt. Alors, à l'école, encore, on y arrive. Là où on a des difficultés, et c'est là qu'on peut être saisi, c'est lorsqu'on doit passer des examens. Parce que vous avez encore un certain nombre d'établissements, de rectorats, qui se disent « mais si je donne un équipement particulier à tel ou tel élève, eh bien, il va y avoir une rupture d'égalité. On doit mettre tous les enfants sur le même pied d'égalité. Et s'il y en a un qui a, par exemple, un équipement pour pouvoir traduire, corriger les fautes d'orthographe ou faire le calcul, il sera favorisé. » Et c'est là qu'on doit intervenir pour expliquer que quand l'enfant a, lui, des avantages, une forme de handicap, eh bien, si on veut qu'il soit à égalité, il faut justement, par un aménagement particulier, par tel ou tel outil, il faut le mettre à égalité. Et ce n'est pas une manière de le favoriser, comme on le pense, mais c'est simplement de rétablir l'égalité. Et ça, souvent, c'est quelque chose qu'il faut expliquer au rectorat, aux établissements et aux responsables, parce que très souvent, ils se disent « mais si telle personne a tel ou tel outil, eh bien, il sera avantagé ». Non, c'est simplement de rétablir l'égalité. Et là-dessus, il faut rappeler que dans les articles applicables, et notamment dans la Convention internationale, eh bien, l'article 24.5 dit bien que les personnes en situation de handicap ont accès à l'enseignement tertiaire général, à la formation professionnelle, à l'enseignement pour adultes et à la formation continue, avec aménagement raisonnable en leur faveur. Donc effectivement, l'aménagement raisonnable, ce n'est pas quelque chose qu'on réclame et qui est un avantage. Au contraire, c'est simplement l'application de la loi et de la Convention internationale pour rétablir l'égalité. Et c'est vrai que parfois, c'est une bagarre. Et malheureusement, parfois, la personne qui prépare un examen, c'est déjà toujours une situation de stress. Si elle ne sait pas jusqu'à la dernière minute si elle aura accès aux outils qu'elle a en temps normal, eh bien là, c'est la mettre dans une situation de désavantage par rapport aux autres pour pouvoir passer son examen. Nous avons eu par exemple à intervenir, et ça c'est une décision assez récente, puisqu'elle est de septembre 23, c'était une étudiante qui était inscrite en première année de diplôme d'infirmier. Et elle demandait des aménagements justement pour sa dyscalculie, avec des fiches mémo et des tableaux de concordance. Et ça a été extrêmement difficile de faire comprendre à l'école qu'elle avait le droit de demander cela, parce qu'eux, ils disaient, oui, mais une infirmière, elle a besoin de savoir interpréter les médicaments, elle a besoin de lire un certain nombre de tableaux de chiffres, et si elle ne le sait pas, elle n'est pas en mesure de faire son travail correctement. Et bien là, on a rappelé qu'effectivement, ça faisait partie des aménagements nécessaires et que donc c'était tout à fait possible de lui permettre cela. Et donc là, ce ne sont pas des avantages. Nous avons aussi, donc, et vous avez dans les sujets que vous avez étudiés, on a la question de l'insertion professionnelle et de l'emploi. Et là encore, il faut faire en sorte que nos personnes qui sont en situation de 10 soient protégées. Et vous savez qu'à partir du moment où vous bénéficiez d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, eh bien, vous avez le droit d'avoir un certain nombre d'accompagnements. Et là, en l'espèce, pour notre apprentie infirmière, eh bien, il a fallu expliquer qu'elle avait tout à fait le droit, dans son école, d'avoir un certain nombre d'outils lui permettant de compenser les difficultés qu'elle avait et qui étaient reconnues. Nous avons aussi, alors on a parlé peut-être de cela tout à l'heure, une décision qui a été rendue. C'était quelqu'un qui voulait être gendarme adjoint volontaire. Donc, gendarme, c'est les militaires. Et donc, lui, il postulait pour être aide-cuisinier. Et c'est vrai que les tests psychotechniques disaient qu'il n'était pas tout à fait, que ça allait, mais que son profil était insuffisant car il y avait une dysphasie. Et il a fallu qu'on argumente pour pouvoir dire
qu'il fallait bien entendu prendre en compte d'abord les difficultés qu'il pouvait avoir, mais il y avait deux éléments. D'une part, est-ce que cette dysphasie pouvait poser problème dans l'emploi qu'il visait? Comme il visait l'emploi d'aide cuisinier, il n'était pas du tout évident que ça avait une incidence réelle sur sa faculté d'exercer son emploi. Et deuxièmement, l'administration en fait, avait tendance à l'écarter en disant oui, mais dans l'avenir, ça pourra se dégrader. Et donc, même si aujourd'hui encore on pourrait l'admettre, mais il faut voir l'évolution. Alors qu'aujourd'hui, nous on a dit attention, bien entendu, il faut prendre en compte l'évolution possible, mais il faut prendre en compte aussi le fait qu'il y a aujourd'hui et demain des solutions, des aménagements qu'on n'avait pas il y a 20 ans. Et par conséquent, une maladie ou un handicap qui, il y a 15 ou 20 ans, aurait été rédhibitoire, ça ne l'est plus aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle nous avons dit que ce jeune homme pouvait tout à fait être en mesure d'exercer cette profession, même s'il avait une dysphasie, ou un autre qui avait aussi qui était un diabète. Enfin, même si vous avez aussi une incapacité physique ou une maladie physique, nous avons aussi des décisions du défenseur des droits qui disent bien que si quelqu'un est discriminé en raison de son état de santé, discriminé, c'est-à-dire qu'il avance moins vite que les autres ou qu'il n'a pas une promotion voulue, etc., eh bien dans ce cas-là, on peut porter plainte parce que la discrimination en raison de l'état de santé est aussi interdite dans notre pays. Autrement dit, vous avez beaucoup d'arguments et vous avez beaucoup d'outils juridiques permettant de ne pas laisser mettre de côté ou de ne pas laisser sur le derrière de la scène, finalement, des enfants ou des personnes parce qu'ils ont tel ou tel trouble qu'on nomme généralement par les troubles 10. Ce sont évidemment des choses qui peuvent leur compliquer la vie, qui peuvent peut-être rendre un peu plus difficile pour eux l'exercice de telle ou telle fonction, mais aujourd'hui, avec la loi qui les protège, avec les outils permettant de compenser telle ou telle difficulté, on y arrive. Et par conséquent, ce but d'égalité, qui est tellement important dans notre société, c'est tellement important que c'est un des 3 mots de la devise républicaine, eh bien, cette égalité à laquelle nous aspirons, elle est possible et il ne faut pas se décourager. Il faut faire en sorte qu'on se batte pour arriver à l'égalité parce que c'est la justice et c'est notre modèle social. Voilà.